Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être restés pour certains et venus pour d'autres pour cette conversation, peut-être plus qu'une masterclass avec Thierry Cliffat qui préside cette année le jury du festival. Ma première question, c'était en fait, c'est pas si courant que ça, des critiques de cinéma, des journalistes de cinéma qui deviennent réalisateurs. C'est un chemin qui n'est pas aussi répandu qu'on peut l'imaginer. Et moi, j'aimerais bien savoir si au tout début, le fait de travailler à Studio Magazine, donc une revue dans laquelle tu as travaillé de 1991 à 2002, est-ce que le but ultime, c'était de réaliser? Est-ce que c'était déjà en toi? Bonsoir, d'abord, enfin bonjour. Il y a quand même une tradition en France hein, du journaliste ou du critique de cinéma qui devient metteur en scène, parce qu'il y a les cinéastes de la nouvelle vague, et puis il y a aussi des gens comme André Téchinet, comme Olivier Assayas, et puis d'autres plus tard. En fait, je suis devenu journaliste presque par accident. Puisque mon but, c'était de faire des films, en fait. Et je suis rentré à studio vers 21 ans. Euh, Ça a été comme un poste d'observation, comme quelque chose qui m'a permis de rentrer dans un monde dont j'étais totalement, enfin, un monde qui m'était totalement étranger. Mais mon envie de faire des films, elle remonte à mon enfance. Et donc, quand je suis arrivé à studio, la première chose que que j'ai dit, c'était que j'étais ravi de devenir journaliste, mais que je voulais faire des films et que dès que j'aurais la possibilité, la capacité de les faire, je me lancerai dans la mise en scène parce que à 21 ans, j'étais pas capable, j'avais pas suffisamment sans doute de choses à raconter, ou en tout cas, je savais pas comment les articuler pour devenir metteur en scène comme ça. Donc voilà, je suis rentré à studio. Et comment tu as mis à profit ces 10 années de journalisme pour en tirer ce dont tu avais besoin pour devenir réalisateur? J'ai passé beaucoup de temps. Bah, D'abord, j'ai eu la chance à studio, j'ai jamais fait la rubrique des chiens écrasés. J'ai tout de suite tout de suite fait des choses très intéressantes et des choses qui me plaisaient. Et j'ai eu l'opportunité de rencontrer les gens que j'admirais le plus, réalisateurs, acteurs, depuis des gens que j'admirais depuis toujours. Donc, en fait, j'ai passé énormément de temps sur les tournages, énormément de temps sur les tournages de gens que j'admirais, comme Claude Sautet, Claude Chabrol, Alain Resnais, André Téchinet, Nicole Garcia, enfin, et puis la génération émergente de l'époque qui était des gens comme Cédric Klapisch ou Pierre Salvadori. Et du coup, à partir de là, presque inconsciemment, parce qu'un journaliste de cinéma qui va sur un plateau, il n'a rien d'autre à faire que de se faire oublier et de se fondre presque dans le décor pour ne pas gêner ce qui est en train de se passer. Donc, presque inconscient. D'abord, le plateau est devenu un endroit qui m'a été familier. Et puis, j'ai sans doute, en observant tous ces metteurs en scène, pu voir comment ils parlaient aux acteurs, voilà, comment ils mettaient en scène une scène, tout simplement. Et je pense que voilà, ça a été un apprentissage formidable. Tu commences en fait le cinéma avec un court-métrage en 2001 qui s'appelle Émilie est partie. Et tout de suite, on peut déjà comprendre qu'une des choses qui te motive vraiment dans ce métier, c'est ton amour incommensurable des comédiennes, des actrices, puisque tu choisis quand même rien de moins que Danielle Darieux et Sandrine Kiberlin pour ce premier court-métrage. Oui, je l'ai écrit en plus vraiment en pensant à elle. C'était un miracle qu'elles acceptent. Oui, il y a toujours eu, à la base de mon amour du cinéma, il y a les acteurs, et c'est les acteurs qui m'ont amené au cinéaste et qui m'ont amené à découvrir des metteurs en scène majeurs. Donc, oui, oui, je suis très. C'est-à-dire que les acteurs sont mes personnages sans les acteurs n'existent pas. Donc, ce sont comme mes interprètes, mes intermédiaires pour traduire le mieux possible l'histoire que j'ai envie de raconter.
Et c'est vrai que j'ai envie de les... pour l'instant, j'ai travaillé qu'avec des acteurs que j'aimais vraiment, donc j'ai envie de les sublimer, j'ai envie qu'ils soient au mieux de ce qu'ils sont et que la direction d'acteur me plaît beaucoup. D'ailleurs, je me souviens quand j'ai fait mon court-métrage, le premier plan que j'ai fait sur Daniel Darieux, je me suis dit comment on dirige une actrice qui a quand même une carrière aussi merveilleuse qu'elle. Et je me souviens, donc on fait la première prise. Moi, j'étais assis sous la caméra et je dis moteur puis coupé, et elle était absolument déjà parfaitement le personnage. Et je m'approche après avoir découpé, je lui dis, Daniel, c'était merveilleux. Et elle fumait une cigarette, je me souviens très bien, elle a levé la tête, elle soufflait sa fumée de cigarette, et elle m'a dit, ah, ça va pas commencer comme ça, moi j'ai besoin qu'on me dirige, j'ai envie de m'amuser. Et en fait, elle m'a donné, je pense, ma première leçon de metteur en scène, qui était qu'il fallait qu'il fallait, malgré l'expérience qu'elle avait, qu'il fallait que je joue, que c'était un jeu qui se joue à deux, et qu'il fallait que, au-delà de ma timidité, parce que je suis quand même assez timide, mais au-delà de ma timidité, il fallait que j'aille plus loin que le côté impressionné par les stars. Et après, j'y pense tout le temps. Dès que je dirige un acteur que je ne connais pas, je pense toujours à ce qu'elle m'a dit. En 2004, ton premier long métrage sort sur les écrans. Si je me souviens bien, c'est plutôt un grand succès. Ah oui, ça a très bien marché. Un film qui s'appelle Une vie à t'attendre, qui mettait en scène Nathalie Baye, Patrick Bruel et Géraldine Pellas, notamment. Quelle est l'origine de cette histoire? Comment en es-tu venu à raconter l'histoire d'Une vie à t'attendre? Au tout début, enfin, je fais juste une parenthèse par rapport à Patrick Bruel, c'est que la première personne qui a cru en moi dans ce métier, enfin, avant que je fasse ce métier, quand j'avais 18 ans, je l'ai rencontré par hasard, et il m'a dit, un jour tu feras du cinéma et un jour je t'aiderai. Et c'est ce qu'il a fait, puisque c'est lui qui m'a présenté Jean-Pierre Lavoignien et Marc Esposito de Studio. Et c'est comme ça que je suis rentré à Studio. Et donc, j'avais en tête, l'une des choses que j'avais en tête, c'est que je voulais lui rendre ce qu'il m'avait donné, et je voulais écrire un film pour lui. Après, ce film, il s'est nourri. Il a eu plein de... j'ai fait une première version qui faisait 160 pages, quelque chose comme ça, de très indigeste. Et puis après, je me suis remis sur le scénario avec Christopher Thompson. Et il était chargé de toutes mes influences, je pense, cinématographiques, dont j'ai essayé après de me détacher un peu, mais des traits. Il y avait les influences de Sautet, il y avait sans doute l'influence de Téchinet, et c'était voilà. Puis je voulais raconter une histoire d'amour avec le temps qui passe, les aléas, les ratages, et voilà, c'est comme ça que cette histoire est née. Il y avait quelque chose de très fort sur le tournage, c'est que tous les gens, enfin la plupart des acteurs qui étaient là, à part Anouk Grimbert, avaient tous joué un rôle important dans ma vie, que ce soit Géraldine Pellas, que ce soit Nathalie Baye, avec qui j'étais ami. Et il y avait c'est Michael Cohen, qui est mon meilleur ami depuis que je suis petit. Donc il y avait quelque chose de très fort, et qui, je pense, s'est transmise, enfin, que le public a ressenti, parce que voilà, ce côté familial et ce côté très fort. Oui, je pense que ça s'est senti. C'est sans doute ce qui explique aussi le succès du film. Quand on te connaît, et puis à t'entendre, on le voit tout de suite, tu es un homme d'amitié, tu es un ami fidèle et engagé dans tes relations d'amitié. J'aimerais qu'on revienne sur deux noms que tu viens de citer, parce que c'est deux partenaires avec qui tu travailles vraiment de façon assez proche, et sur la durée, on a pu le constater. C'est d'abord Michael Cohen et puis Christopher Thompson. Alors, quelles sont vos relations professionnelles? Comment s'est construit vos collaborations? Avec Michael, on séchait l'école ensemble pour aller au cinéma, parce qu'on était en cours ensemble.
Et puis, sa mère était la meilleure amie de mon père quand ils étaient à Oran. Quand il vivait à Oran, ils s'étaient perdus de vue en rentrant en France au moment de l'indépendance. Et puis, ils se sont retrouvés grâce à nous. Donc, il y a ce lien quand même très fort, un lien voilà, familial. C'est comme un frère. Donc, et c'est vrai qu'on séchait les cours ensemble pour aller au cinéma. Et on a beaucoup partagé. Lui, il était au cours Florent à l'époque. Moi, j'osais à peine dire que je voulais faire des films, parce que j'étais très. Enfin, j'étais pas sûr de moi. Sûr de mon désir, mais pas sûr de moi, d'en avoir la capacité. Et donc, les choses se sont faites assez naturellement. Quand j'ai écrit mon court-métrage, évidemment, il était comme un reflet de moi, en étant plus beau, en plus. Et puis après, le rôle qu'il a dans Une vie à t'attendre, c'est un peu le prolongement du rôle qu'il a dans Émilie est partie, le héros de la famille. Enfin, il y a comme un cousinage entre tous ces personnages. Et puis on a fait du théâtre ensemble. Enfin, il a joué dans ma dernière pièce. Et puis il joue aussi dans Tout nous sépare. Donc c'est une relation fondamentale dans ma vie affective. Et c'est vrai que bah, quand on travaille avec des gens qu'on aime et des gens qui font partie de votre vie, bah, ça permet de passer plus de temps ensemble. Et puis ça va plus vite aussi sur un plateau parce qu'on se comprend sans véritablement se parler. Quant à Christopher, il a été un rouage essentiel au niveau de l'écriture. Il m'a aidé à accoucher de trois de mes films, c'est-à-dire Une vie à t'attendre, Le héros de la famille, Les yeux de sa mère. Ça a été pareil, c'est une rencontre. Quand j'ai écrit Une vie à t'attendre, ça faisait une dizaine d'années déjà que je le connaissais. Et il m'a beaucoup poussé. En fait, au départ, il savait, j'écrivais un peu en cachette, il savait que j'écrivais, je lui ai fait lire cette première version totalement indigeste d'Une vie à t'attendre. Il m'a dit, il y a quelque chose, je veux bien on me dit, on va faire une séance ensemble. Et puis cette séance, elle a duré 10 ans, on a collaboré pendant 10 ans, et puis c'est pas fini, on a des projets ensemble, et puis on a même collaboré au théâtre ensemble, on a fait l'adaptation. Et puis non seulement il a écrit avec toi 3 de tes longs métrages, mais tu as écrit avec lui son J'ai premier long écrit, oui, métrage. c'est vrai, oui, bien sûr, j'ai écrit son premier film, Bûche Palladium. Je l'ai aidé après, moi, à accoucher aussi d'un projet qui était très personnel. Ben, c'est-à-dire que quand on écrit avec quelqu'un, il y a une intimité qui se crée, qui est sans doute l'intimité la plus forte dans tout le processus de création, parce qu'on passe énormément de temps ensemble, et puis pour écrire des choses qui ont une certaine véracité, il faut se dévoiler, il faut se mettre à nu, donc on en vient à parler c'est presque comme un psy, quoi. Donc, Et en même temps, quand même, si c'est un besoin d'un deuxième regard, d'une espèce ah oui, d'altérité pour que le scénario ne soit pas quelque chose que d'intime, mais qui exact, puisse être vu par exactement, tous. et ça te permet de transgresser certaines règles, moi ça me permet d'aller plus loin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de censure, c'est-à-dire que tout à coup je vais lui dire oui cette idée, peut-être qu'elle n'est pas très bonne et tout ça, puis lui il va rebondir, va me dire mais si cette idée elle est intéressante, mais si on la tourne de cette façon-là, et sortir effectivement de quelque chose de trop nombriliste, ça c'est sûr. On va tout de suite commencer à parler d'une comédienne qui va être centrale au sein de tes 3 films suivants, de tes 3 longs métrages suivants. Je vois de qui tu parles. Je crois que tout le monde voit de qui je parle. Donc Catherine Deneuve, avec qui tu feras donc Le héros de la famille en 2006, Les yeux de sa mère en 2014 et Tout nous sépare, ton dernier long 2011, métrage Les yeux de sa mère. 2012 pardon, Ouais. et Tout nous sépare en 2017. c'est Ouais. ça Ok. Quel était le désir? Est-ce qu'il était vraiment depuis toujours ce désir d'écrire pour Catherine Deneuve, de la faire tourner Ah oui, bah, à la base de mon amour du cinéma, et la première actrice que j'ai aimée, c'est Catherine Deneuve. C'est-à-dire qu'évidemment, comme beaucoup de gens de ma génération, le premier film que j'ai vu enfin un des premiers films que j'ai vu dans ma vie, c'est Peau d'âne. Et évidemment que je suis tombé littéralement amoureux d'elle, et qu'après j'ai voulu retrouver ce visage, j'ai voulu la retrouver dans d'autres films, et tomber amoureux de Catherine Deneuve à 5 ou 6 ans, c'est découvrir tout un pan de l'histoire du cinéma européen. C'est grâce à elle, du coup, que j'ai découvert les autres films de Demy, mais que j'ai découvert Truffaut, que j'ai découvert Buñuel, bien sûr, Polanski, enfin tous ces cinéastes majeurs. Et après,
évidemment que mon rêve de cinéma, c'était de travailler avec elle. Je me souviens l'avoir interviewée. La première fois que je l'ai interviewée, en fait, je m'étais fixé un but. Je m'étais dit, j'interviewerai Catherine Deneuve avant d'avoir 30 ans. Je ne sais pas pourquoi, des buts comme ça. Parce qu'à Studio, c'était très compliqué. Jean-Pierre Lavoignard, enfin, qui était le directeur de la rédaction, était couché sur le dossier Deneuve, donc c'était impossible d'y avoir accès. Et la première fois que je l'ai rencontré, enfin que je l'ai interviewé, à la fin de l'interview, en sortant de l'interview, je lui ai envoyé un grand bouquet de fleurs et je lui ai dit, voilà, c'était mon rêve de vous interviewer avant d'avoir 30 ans, et j'aurai 30 ans dans 2-3 mois. Et elle m'a répondu un long message, elle m'avait envoyé un long message vraiment adorable où elle me disait, où elle reprenait la chanson de Julien Clerc, J'ai eu 30 ans, et elle disait, à la fin de la chanson, on dit normalement, j'ai eu 30 ans, je suis content, bonsoir. Eh bien, moi, je ne vous dis pas bonsoir, je vous dis bonjour. Et voilà. Et on peut dire que c'était le début d'une grande histoire. D'une grande histoire, oui, 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 c'est une grande histoire d'amour, une grande histoire de vie. C'est une partenaire exceptionnelle quand on fait un film. C'est-à-dire que ces 3 films lui doivent tellement. C'est-à-dire elle est toujours du côté du metteur en scène, elle s'intéresse à tout, elle s'occupe de tout. Je sais notamment sur le dernier, sur Tout nous sépare, elle était très partie prenante quoi, pour le film. Et oui, elle réfléchit avec le metteur en scène quand elle fait des lectures du scénario très précises, sans s'intéresser particulièrement souvent, je sais que sur Tout nous sépare, elle trouvait au début que le personnage que Diane Kruger a finalement joué un peu faible. Elle me disait, si on veut avoir une bonne actrice, si vous voulez avoir une bonne actrice, il faut nourrir ce personnage. Et on l'a nourri de ses conseils. Elle est très généreuse de ce côté-là. Et puis, c'est un bonheur dont je ne me lasse pas de la filmer. C'est-à-dire que, comme dit André Téchinet, elle a la grâce des débutantes. C'est-à-dire qu'on ne sait jamais si elle va arriver au bout de la prise. On ne sait pas quel chemin elle prend pour arriver voilà, à être aussi vivante, présente. Non, c'est une chance exceptionnelle. Et c'est vraiment, je pense, l'une des rencontres les plus marquantes de ma vie, mais de ma vie tout court, quoi. Non, je suis intarissable. Et écrire 3 rôles majeurs pour Catherine Deneuve, c'est pas rien. Comment on conceptualise ça? Comment on se dit, bah, c'est ce personnage que j'ai envie de lui faire jouer dans ce film? La chose, c'est surtout de lui écrire des personnages qui sont différents de ce qu'elle a déjà fait, bien sûr, mais surtout de ce qu'on a déjà fait auparavant ensemble. Je sais que pour le dernier film, je voulais qu'elle soit comme ça. C'était un personnage de femme forte, presque de femme d'action. Et je lui avais dit, si vous ne le jouez pas, de toute façon, j'irai voir. Sinon, j'irai voir. La seule personne qui peut reprendre le rôle, si vous ne le faites pas, c'est Clint Eastwood. Et elle m'avait dit, laissez Clint Eastwood où il est. Et je le ferai. Mais c'était un rôle comme ça, d'une femme assez masculine, en tout cas, qui n'avait pas peur de prendre les armes. Sur les autres, bah, ça se conceptualise dès le départ. C'est-à-dire qu'à la fin du Héros de la famille, à la fête de fin de film, je lui ai dit, je ne sais pas comment je ferais pour faire un film sans vous, et je n'ai pas fait de film sans elle. Alors là, dans les prochains projets, sans doute que, enfin, il n'est pas question que ce soit avec elle, mais elle est jamais très loin. Mais c'est quelque chose auquel on a pensé dès le départ. J'ai vraiment écrit. Enfin, Tout nous sépare, par exemple, c'était vraiment l'envie de lui écrire un personnage de femme forte, comme ça. C'était inhérent au désir de faire ce film. Ceux qui connaissent bien ton cinéma, et quand on échange avec eux, on a toujours le même constat par rapport à tes films, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est un peu perdu par ailleurs dans le cinéma français. C'est un sens assez dingue du romanesque. Est-ce que ça a été votre terrain d'entente avec Catherine notamment? Oui, elle aime beaucoup le romanesque aussi. En général, les acteurs avec qui je travaille. Bah, oui, c'est quelque chose qui s'est un peu perdu ces dernières années dans le cinéma français, qui est toujours regardé d'un œil un peu suspect. Et pourtant, bah, c'est mon écriture, quoi. Je peux pas.
mais je suis très romanesque aussi dans la vie. Et ma vie, bizarrement, est très romanesque, faite de hasards, de rencontres, de choses qui n'étaient pas prévues. Donc, je suis très, oui, très marqué par le romanesque. On n'est pas très nombreux à suivre cette ligne, puisqu'il y a une veine beaucoup plus sociale dans le cinéma français, beaucoup plus une sorte de. Là, on est dans quelque chose de très de naturaliste, très réaliste et tout ça. Et moi, pour croire à une histoire, j'ai besoin d'artifice, en fait. Pour toucher à une certaine vérité, j'ai besoin d'artifice, j'ai besoin de gens qui courent sous la pluie, de baisers comme ça, arrachés. Enfin, voilà, mais parce que les cinéastes que j'ai aimés sont aussi des cinéastes très romanesques, que ce soit Truffaut, que ce soit Sautet, que ce soit Téchinet, j'ai été très marqué par leur cinéma. Et Ou alors Almodovar, bien sûr, pour les cinéastes européens. puis cette idée de construire, c'est quelque chose qu'on retrouve dans tous tes longs métrages, de construire des familles. Alors, je dirais pas toujours des sagas familiales, mais il y a quand même de ça. Il y a quand même des familles où les choses se transmettent, où Oh, c'est un côté très romanesque et c'est quelque chose que tu oh, n'as jamais lâché dans l'écriture. ouais, j'y reviens à chaque fois, malgré moi. Je sais que là, le prochain projet que j'ai, c'est une histoire de famille. Enfin, les deux prochains projets que j'ai, ce sont des histoires de famille, mais c'est presque malgré moi, ça revient. Je sais pas, je pense que la famille est une source inépuisable, hein, avec tout ce que ça comporte de famille je vous aime, famille je vous hais, et puis les secrets de famille, ces liens inextricables. Mais c'est aussi la famille au sens large, parce que pour moi, il y a la famille, mais il y a la famille de sang, mais la famille qu'on se fabrique aussi. Donc, mais c'est vrai que j'y peux rien, je reviens à chaque fois, j'y reviens à chaque fois. Et justement, dans cette famille qu'on se construit, il y a aussi une famille d'acteurs qu'on construit, parce qu'il n'y a pas que Catherine Deneuve avec qui tu as tourné plusieurs fois. Il y a des acteurs comme on va citer Nicolas Duvauchel, on va citer Géraldine Pellas, qui sont présents dans énormément de tes projets. Ouais. Comment on crée une famille d'acteurs? Ben, ça se fait l'un comme l'autre, c'est des coups de foudre affectifs et des coups de foudre dans le travail. Nicolas, par exemple, c'est pareil, j'ai rien besoin de lui dire, on n'a pas besoin de rentrer dans la psychologie du personnage. Il est le personnage immédiatement, et c'est vrai que, notamment pour les yeux de sa mère, c'était le personnage dont j'étais le plus proche et auquel était comme ça un personnage qui observait la vie des autres plutôt que de vivre sa propre vie, et qu'il y avait sans doute quelque chose de moi, de mon époque où justement j'étais journaliste et je préférais observer la vie des autres plutôt que de me lancer dans la vie. Et alors pour le coup, on se ressemble pas du tout, ni dans la vie, ni physiquement, ni on n'a pas le même âge, tout ça. Mais il y a eu une très forte identification à lui, et c'est un acteur que je trouve absolument magnifique. Pareil, et Géraldine, pareil, c'est quelqu'un qui est très important dans ma vie et qui, du coup, est une actrice qui se renouvelle sans cesse, qui est jamais pareille. Et les trois personnages qu'on a écrits pour elle avec Christopher Thompson, qui est son mari, sont des personnages. Je sais qu'elle elle a voulu être danseuse. Donc, par exemple, quand on a écrit Les yeux de sa mère, il y avait quelque chose de très intime pour elle dans cette relation à la danse. Je lui ai d'ailleurs demandé l'autorisation de lui écrire un personnage qui serait un personnage de danseuse. Je voulais pas la prendre en traître. Et c'est un défi qu'elle a relevé, qui a été à la fois, je pense pour elle, une joie et une souffrance de tout ce qui ne s'était pas passé, mais qui finalement, grâce à la magie du cinéma, se révélait. Mais est-ce que du coup, quand on crée des familles comme ça, est-ce que du coup, c'est pas compliqué dans le travail, dans la relation professionnelle, où on dit qu'en général, il faut éviter l'affect? Alors là, pour éviter l'affect, on repassera, parce que ça, c'est impossible pour moi d'effet. Non, mais après, il y a d'autres acteurs avec qui j'ai tourné un seul film, avec qui ça s'est très bien passé, mais où le désir, où j'ai pas trouvé d'autres personnages pour eux et tout ça, ça n'a jamais été compliqué. Enfin, les choses ne se mélangent pas, en fait. C'est-à-dire que ça a toujours été plutôt en ma faveur et une force
plutôt que quelque chose qui me fragilise. Je dis pas que c'est tout le temps simple, parce que effectivement, comme on se connaît très bien, il y a moins de barrières, on n'est plus frontal dans la manière dont on se parle. Donc ça peut être ou brutal, mais au final, ça a toujours été une force et quelque chose qui m'a toujours porté. Restons dans la notion de famille. Quand on a fait partie de la famille de la critique française, est-ce que c'est compliqué? Est-ce qu'il y a une famille de la critique française? C'est une question. Mais est-ce que c'est compliqué justement de s'y confronter quand on sort des films? Est-ce qu'on est encore plus tendu et stressé à la sortie de films quand on sait, quand on connaît l'autre côté du miroir? De toute façon, la sortie du film, c'est vraiment pas le moment le plus heureux, hein. Il y a deux. C'est formidable d'écrire parce que tout est possible, tout est encore possible. Après, il y a le montage financier. Alors ça, c'est une véritable épreuve et une vraie souffrance parce que surtout aujourd'hui où c'est quand même très compliqué et parfois on lance la préparation d'un film sans même savoir si on ira au bout de cette préparation. Donc, s'il faut avoir les nerfs solides. De toute façon, c'est un métier où il y a deux mots maîtres qui sont résistance et résilience. C'est-à-dire, c'est vraiment la capacité de résistance à tous les aléas de la vie d'un film. Et résilience, c'est-à-dire qu'à chaque film, il faut repartir à zéro. Et je pense que j'ai ces deux qualités, en tout cas, parce que sinon, je ne ferais plus de cinéma. Mais après, l'autre point plus compliqué, c'est la sortie du film, parce que en dehors d'aller montrer le film au public, et ça, c'est très valorisant, c'est très intéressant, et ça, j'aime bien. Après, la sortie, on ne sait jamais à quelle sauce on va se faire manger, mais pour répondre plus précisément à ta question, d'abord, j'ai quand même eu plutôt de bonnes critiques tout au long de ce que j'ai fait. Mais pour te dire la vérité, je ne les lis pas vraiment. En fait, alors après, comme je ne suis pas idiot, je sais à peu près qui aime ou qui aime moins. Mais peut-être aussi le fait d'avoir été de l'autre côté, je sais aussi comment ça se passe. Quand on dit tel journal n'aime pas, c'est pas le journal qui n'aime pas, c'est une personne dans le journal qui n'aime pas. Donc voilà, j'essaye de me tenir à distance, mais je pense que je réagis comme n'importe quel autre cinéaste. J'y prête pas plus d'attention que ça, mais j'y porte quand même une certaine attention. Voilà. En même temps, tu gardes ce côté observateur de la vie du cinéma, et notamment de ces cérémonies, etc., qui scandent la vie des films et des récompenses. Et tu as fait un très très beau documentaire pour Canal+, qui retraçait Ah, l'histoire des Césars. Est-ce qu'il y a encore une forme de fascination de l'enfant cinéphile à travers ces je cérémonies? je ne sais pas si c'est à travers ces cérémonies. Ma fascination pour le cinéma, elle est totalement intacte. Il n'y a vraiment pas un endroit que j'aime. Enfin, les deux endroits que j'aime le plus être, c'est un plateau de cinéma et une salle de cinéma. Et la joie, par exemple, là, que j'ai de voir des films toute la journée, c'est une joie. Je vais énormément au cinéma. Donc après, c'est pas tant les cérémonies en elles-mêmes. Bah, par rapport à ce documentaire des Césars, qui était pour les 30 ans des Césars, enfin pour les 25 ans puis les 30 ans des Césars, en fait, c'était revenir essentiellement sur ce qui m'avait fait rêver quand j'étais enfant et adolescent. Romy Schneider, Jean Gabin, François Truffaut, voilà, tous ces gens. Revenir sur ce qui faisait le glamour d'une époque totalement révolue. Et c'est pour ça aussi qu'il y avait un penchant nostalgique chez moi à travers ça. Ma fascination pour le cinéma, elle existe, mais pour le cinéma en lui-même, pour ceux qui le font, pour ceux qui le défendent. Et voilà, c'est-à-dire qu'il y a une grande différence par rapport à quand j'étais plus jeune, c'est-à-dire que avant, le cinéma était au centre de nos vies. Aujourd'hui, il n'est plus au centre de nos vies. Enfin, il est au centre de la mienne,
sans doute de la tienne, mais il n'est plus au centre de nos vies. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'autres choses, Internet, le cinéma n'a plus la Les même séries, importance. Oui, etc. les séries, tout ça. Et puis bon, après, la façon dont on voit les films n'est plus a totalement changé. Quand je vois énormément de jeunes regarder un film sur leur téléphone portable, ça me paraît, moi, de la science-fiction, mais ça fait partie voilà, ça fait partie de quelque chose qui est nouveau et auquel il faut s'adapter. Et justement, le modèle de la série, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait t'attirer? Est-ce que c'est un mode de narration qui pourrait t'intéresser? Ah oui, pourquoi pas. Je suis un fan de séries. C'est-à-dire que je ne délaisse pas du tout le cinéma, puisque j'y vais au moins 4 ou 5 fois par semaine. Mais mes nuits, je les passe beaucoup à regarder des séries. J'adore ça. J'adorerais faire une série. Il faut trouver l'idée, il faut trouver On m'a déjà proposé des choses. Bon, ça ne s'est pas concrétisé. Mais oui, bien sûr que c'est quelque chose qui m'intéresserait. Mais dans la prolongation de mon travail de cinéaste. Mais oui, c'est aujourd'hui quelque chose qu'on ne peut pas repousser d'un revers de la main. Et puis c'est un format qui est vraiment très intéressant, qui permet moi qui aime bien les récits coraux, ça permet justement de s'intéresser à plein de personnages et qu'il y ait plusieurs couches comme ça, qu'on n'a pas forcément le temps d'exprimer dans les films. D'ailleurs, c'est étrange de voir que le langage sériel a débordé sur le cinéma, et qu'il y a beaucoup de films que je trouve maintenant qui sont conçus un peu comme des séries d'1 heure et demie au niveau narratif. Donc voilà, par contre, il faut essayer, moi je pense, de délimiter vraiment l'écriture des séries et l'écriture cinéma, parce que c'est deux choses totalement différentes. Ça compléterait en tout cas ta panoplie, puisque tu n'as pas fait que du cinéma. Il y a aussi une grande expérience théâtrale avec 3 pièces de théâtre et toutes les 3 avec une comédienne, c'est Fanny Ardant. Exactement, c'est exactement, oui. Le théâtre, c'est vraiment quelque chose qui... Au début, je l'ai fait, c'était une nécessité, puisque c'était un texte que j'adorais, que j'avais découvert après avoir vécu un deuil très important. C'était un texte de John Didion qui s'appelait L'année de la pensée magique et qui avait été joué à Broadway par Vanessa Redgrave. Et je voulais absolument que les Français découvrent ce texte, qui moi, m'avait terriblement aidé et ouvert des portes au moment où j'avais vécu ce moment comme ça d'immense chagrin. Et j'ai pensé à Fanny on en a fait l'adaptation avec Christopher. Et je l'ai proposé à Fanny. Et malgré la tristesse du pitch de départ, parce que c'est l'histoire d'une femme qui, au moment où sa fille tombe gravement malade, perd son mari. Et donc, à chaque fois qu'on allait faire de la promo, je lui disais, mais on va faire fuir tout le monde avec notre... Et ça a été un très gros succès. Donc, du coup, après, la deuxième pièce, c'est parti du désir de Fanny, qu'on se retrouve très vite pour faire une autre pièce. Et elle avait un désir, c'était de jouer avec Nicolas Duvauchel. Donc j'ai cherché une pièce. Et très très vite, j'ai pensé à cette pièce de Marguerite Duras. Enfin, on m'a fait penser, Jean-Pierre Lavoinière notamment, à cette pièce de Marguerite Duras, Des journées entières dans les arbres. Et pareil, ça s'est très très bien passé, ça a très bien marché. Et après, c'est elle qui m'a dit, ah, j'aimerais tellement jouer un rôle à la Jacqueline Maillan. Et donc, j'ai appelé le neveu de Jacqueline Maillan, que je connaissais très bien, qui s'appelait Jean-Yves Bouvier, et qui m'a dit mon chéri, il n'y a qu'une seule pièce pour Fanny, ce sera Croque-Monsieur. Et Croque-Monsieur, qui est une pièce vraiment très connue, qui a fait de Jacqueline Maillan ce qu'elle était. Je ne l'aurais jamais repris avec une actrice comique, parce que j'aurais eu peur de marcher justement sur les pas de Maillan, mais de le faire avec Fanny, ce qui décalait complètement la pièce, et en lui mettant dans les bras Bernard Ménez. Ça décalait encore plus. Oui, ça décalait encore plus, et pareil, ça a très très bien fonctionné, ça a très bien marché, et c'était... oui, c'était très joyeux. C'est vraiment quelque chose, le théâtre,
moi, je suis très obsessionnel, donc j'y vais quasiment tous les soirs. Et c'est formidable parce que c'est comme quelque chose où on peut chaque jour changer des choses, rajouter des nuances. C'est comme un peintre dont la toile se termine en fait à la dernière représentation. Donc on essaye, on cherche. Certains soirs c'est moins bien, certains soirs c'est vraiment sans filet. Et quand on est metteur en scène, on contrôle pas grand-chose une fois que les acteurs sont sur le plateau. Donc c'est à la fois très exaltant et en même temps très angoissant. Et est-ce que cette expérience de 3 pièces au théâtre, est-ce que ça a nourri ton travail de cinéaste? Ah oui, je pense que ça a nourri mon travail avec les acteurs. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose au cinéma qui m'ennuie un peu. Enfin, pas qui m'ennuie, mais c'est les répétitions. C'est de fixer des choses qu'on essaiera de retrouver au moment du tournage. Alors que le théâtre, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'il faut commencer à fixer des choses aux répétitions pour que justement ça soit naturel. Donc c'est un peu le chemin inverse. Et du coup, maintenant, oui, ça m'a beaucoup appris. Ça m'a beaucoup appris sur les acteurs aussi. Et j'ai beaucoup appris au contact de Fanny, qui, pareil, m'a pris par la main sur ma première pièce. J'étais quand même totalement novice. Elle m'a pris par la main et elle a été un guide formidable par rapport à la pièce. Il y a 2 ans, tu as réalisé un documentaire sur un de tes pères tutélaires, je dirais, un des réalisateurs dont tu as cité le nom à plusieurs reprises déjà. C'est André Téchiné, que tu décrivais donc dans le titre du documentaire comme un cinéaste insoumis. Et à la fois, c'est un documentaire, pour ceux qui ne l'ont pas vu, vraiment, je vous conseille de le voir, de le trouver sur une plateforme. C'est à la fois un documentaire qui est très, très intime sur le parcours d'André Téchiné, et qui, en même temps, j'ai l'impression, dit aussi beaucoup de ton propre parcours. Il y a un effet miroir comme ça. Ah oui, C'était important, ce ah, moment-là. tout à fait. C'est-à-dire que j'ai pas fait un documentaire en me disant, enfin, j'ai fait le documentaire. Je lui ai posé les questions que je peux me poser aussi à moi-même. Et c'est-à-dire, je voulais pas faire le documentaire définitif sur André Téchiné. Je voulais que ça soit vraiment à travers le prisme de mon regard, à travers la façon dont j'étais tombé amoureux de son cinéma, la façon dont il a marqué, pareil, ma vie. Je pense qu'il y a 2 films qui ont été essentiels dans ma vie, qui sont sortis à quelques mois d'intervalle. Quand j'avais, je sais pas, 12 ans ou 13 ans, c'était Hôtel des Amériques et La femme d'à côté, qui sont sortis de manière très concomitante. Donc, Catherine Deneuve dans l'un et Fanny Ardant dans l'autre. Voilà, exactement. Et François Truffaut d'un côté et André Téchiné de l'autre. Et c'est vrai que j'aime le cinéma d'André, j'aime l'ampleur romanesque qu'il peut avoir, j'aime son regard sur le monde, j'aime la façon dont il a été assez précurseur à la fois pour montrer des personnages homosexuels sans en faire forcément le sujet du film. Et ça a été l'un des premiers à montrer aussi une homosexualité qui n'était pas forcément doloriste, à prendre des acteurs de toutes les, enfin, à prendre des acteurs arabes, noirs, sans que ça soit, bon, en les mettant dans leur histoire, dans son histoire, sans que ça soit un sujet en soi. Et c'est quelqu'un qui a toujours eu un regard sur le monde, sur l'immigration, sur tout ça. L'air de rien, toujours, mais je pense notamment au temps qui change ou à loin. Ce sont des films très forts par rapport à ça. Et c'est quelqu'un qui s'est toujours battu pour faire le cinéma qu'il avait envie de faire, et sans se trahir. Après, il y a des films plus ou moins réussis, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est fidèle à l'idée qu'il se faisait du cinéma quand il a commencé à en faire. Quelqu'un qui a su toujours marier, on en parlait, le romanesque à l'intime. Est-ce que c'est pas ça le but à atteindre? Bah si, c'est ça qu'il faut. C'est ça vers quoi je tends, et sans lui arriver à la cheville, quoi. Mais c'est quelqu'un pour qui j'ai une admiration, une affection. Voilà, en plus, c'est formidable parce qu'il m'a totalement fait confiance. C'est-à-dire qu'à aucun moment, il a demandé à voir le film. D'ailleurs, il ne l'a jamais vu. Non, non, parce qu'il m'a dit que dans le film, il y avait trop de fantômes.
et que ça lui briserait le cœur de revoir ses parents, des gens comme Marie-France Pizier, Patrick Devers ou Jeanne Moreau qui sont plus là aujourd'hui. Donc du coup, mais c'est très bien parce qu'en fait on lui en a parlé, comme on lui en a parlé de manière positive. Voilà, j'étais tranquille, et c'est de la même manière, tous les gens, tous les intervenants à qui tous les intervenants l'ont tous fait avec beaucoup d'enthousiasme. J'ai eu beaucoup de chance, et beaucoup de chance que ce film plaise comme il a plu, puisque ça a été, oui, on en a beaucoup parlé, donc j'étais content. Ça l'a remis, parce qu'André, c'est quelqu'un qui n'aime pas les honneurs, c'est quelqu'un qui est plutôt assez modeste et très discret, et ça l'a remis vraiment au centre du jeu. C'est-à-dire que tout d'un coup, on a vu l'ampleur de sa carrière, le nombre de classiques, la façon dont il avait fait avancer les mentalités aussi. Et ça, c'était le but de ce film, en plus de répondre à certaines questions que je me posais et peut-être que je n'aurais pas forcément osé lui poser dans la vie, que là, avec cette caméra entre nous, je me sentais plus libre de lui poser. Et quelle réponse, justement, tu as réussi à... Je ne sais pas, c'est quelque chose de plus général. En tout cas, c'est sûr. Mais c'est très important pour moi, cette amitié que j'ai avec lui, parce que c'est quelqu'un, évidemment, aujourd'hui, on voit toute cette carrière, mais c'est quelqu'un qui a connu des moments hauts, des moments plus bas. Comme il m'a dit, il y a plus de films que j'ai pas fait que de films que j'ai fait. Bon, en même temps, il a dû faire 25 ou 26 films. Ouais, puis ça résume la carrière de pas mal de cinéastes. Ça. Oui, exactement. Mais quand je suis un peu dans le creux de la vague et que franchement, on se pose des questions. Parfois, on se dit, mais pourquoi continuer avec les coups, tous les coups qu'on se prend et lui a beaucoup de réponses par rapport à ça, sans être jamais didactique. Ça m'a montré, sans doute, que voilà, résistance et résilience, et une sorte de pugnacité qui fait qu'il faut rien lâcher, quoi. Il faut jamais rien lâcher. C'est vrai que je serais incapable, enfin en tout cas pour l'instant je serais incapable de faire un film de commande qui me plaît pas, ou quelque chose qui ne correspond pas à mes aspirations de cinéma. C'est déjà arrivé. Une fois j'ai un film qui ne s'est pas fait. Immédiatement, le lendemain, on me proposait un film, et on me proposait beaucoup d'argent pour le faire, avec un casting plutôt intéressant. Et c'est vrai qu'il y a toujours la tentation de se dire, il y a l'envie de tourner, il y a la tentation de se dire, bon, j'arriverai peut-être à en faire quelque chose. Et puis finalement, tu arrives à la fin du scénario et tu te dis, mais je ne pourrai jamais. Donc voilà, à moins qu'un jour je sois vraiment pris à la gorge, j'essaye en tout cas de tourner, pas de tourner pour tourner, mais de tourner quand je suis totalement en accord avec le projet que je défends. Justement, il y a des cinéastes qui tournent tous les ans. Enfin, André Téchiné, pendant un moment, tournait quasiment tous les ans. Tous les ans. Ouais. François Ozon sort un film tous les ans. Enfin, il y a des... Christophe Honoré aussi, on sort beaucoup. En ce moment, même 2 par an parfois. Oui, parfois. Toi, en 20 ans, tu as sorti 5 longs métrages, pardon. Est-ce que c'est ton rythme, ou est-ce que c'est effectivement beaucoup de projets qui se développent et qui finalement ne se font pas? Non, il y a le théâtre entre-temps, évidemment. Des projets qui ne se font pas, j'en ai eu comme tout le monde, mais j'en ai pas eu beaucoup, vraiment assez peu. Et puis, non, oui, peut-être que c'est mon rythme. Je mets beaucoup de temps à écrire, en fait. Et puis, il y a le théâtre qui m'a pris beaucoup de temps. Là, il y a le film sur André qui m'a aussi pris beaucoup de temps. J'aurais dû tourner un film pile au moment où le Covid s'est déclenché. Donc, ce film est reporté à l'année prochaine à cause des disponibilités des acteurs. Donc, voilà, oui, ça doit être sans doute mon rythme. Je ne me rends pas compte, en fait. J'ai toujours... on ne se rend pas vraiment compte, en fait. En tout cas, je ne sais pas si... Oui, si, je pourrais enchaîner. Enfin, j'aimerais enchaîner beaucoup plus rapidement. C'est pour ça que j'ai 2 projets là, qui sont sur le feu et qui devraient aboutir très rapidement. Mais oui, j'aimerais là enchaîner plus, parce que le temps se rétrécit en plus. Donc c'est bien d'enchaîner. Tu nous as dit quel spectateur, quel cinéphile tu étais, puisque tu vas très très souvent en salle découvrir les films. Moi, j'aimerais bien savoir s'il y a des cinéastes, des découvertes ces dernières années, des gens qui t'intéressent, que tu suis de près. Je sais que tu réfléchis, ou tu travailles souvent avec des jeunes scénaristes notamment, avec des échanges comme ça. Est-ce qu'il y a des gens comme ça que tu suis particulièrement? Il y a beaucoup de gens. Alors là, j'aurais peur
d'oublier. C'est toujours la question piège. C'est celle qu'on n'avait pas préparée. Hein, voilà, oui, c'est pour ça. Oui, il y a beaucoup de gens, après de ma génération, des gens comme Ozon, Honoré, je vais voir tous leurs films. Plus récemment, maintenant j'allais dire que j'avais adoré le Carax, mais c'est pas non plus un jeune cinéaste. Mais dans les jeunes cinéastes, Julia Ducorneau, que je trouve vraiment très intéressante. Beaucoup de cinéastes femmes, Anna Cazenave-Gambet par exemple, qui a fait un premier film qui De l'or pour les chiens. Ouais, De l'or pour les chiens, qui malheureusement n'a pas marché, mais j'ai trouvé vraiment tellement intéressant. Là, j'ai vu récemment aussi un film qui s'appelle La Troisième Guerre, avec Leila Bekti, Karim Leclou et cet acteur Anthony Bajon, voilà, que j'ai trouvé vraiment bien. J'ai beaucoup aimé le film de Suzanne Lindon, 16 printemps. Donc voilà, mais oui, il y a beaucoup de jeunes cinéastes. Les Misérables, j'ai trouvé ça très bien aussi. Voilà, mais c'est un peu la question piège, parce que je suis sûr que j'en oublie énormément dans ceux que j'aime et dont je suis le travail. Mais je suis le travail de beaucoup de gens, et de manière totalement sans appartenir à une chapelle précise. Je peux tout aimer. Voilà, je peux aimer tous les genres, je peux tout aimer à partir du moment où il y a du cinéma, un minimum de cinéma à l'intérieur. On a parlé de ta relation à des grandes actrices, à des grands acteurs, mais aussi on oublie parfois que tu as été un découvreur de talents, de jeunes comédiens, de jeunes pousses, on va dire, que tu as fait notamment tourner Necfeu face à Catherine Deneuve, qui n'était pas du tout comédien puisque c'était un son rappeur. Premier film. Des garçons comme Jean-Baptiste Lafarge sur Les yeux de sa mère. Enfin, même Michael Cohen, c'était son premier rôle important dans Une vie à t'attendre. Est-ce que c'est une responsabilité de découvrir un acteur ? C'est une responsabilité, bien sûr. D'abord, la responsabilité de ne pas se tromper. Après, c'est des cas très différents. Entre Jean-Baptiste Lafarge, qui venait de nulle part, et Necfeu, qui était une star énorme du rap, la responsabilité, elle n'est pas tout à fait la même. Après, Jean-Baptiste, on a retravaillé sur 2 pièces de théâtre ensemble. La responsabilité, elle est... Jean-Baptiste, j'arrêtais pas de lui dire sur le tournage que le film allait être sans doute important pour lui, mais que c'était pas du tout mais que ça n'allait pas tout résoudre, enfin qu'il n'allait pas devenir star du jour au lendemain. Donc c'est un peu les accompagner, un peu suivre après ce qu'ils font. Avec Jean-Baptiste, on est très proche, donc ça s'est passé. Pour Necfeu, c'est différent. Necfeu, c'est quelqu'un qui se protège beaucoup, c'est quelqu'un qui a une sorte de cordon sanitaire autour de lui. Ça s'est très très bien passé sur le tournage, parce qu'il était très sérieux, très impliqué. Il partait certains soirs pour aller faire des concerts, et il revenait le lendemain matin comme si de rien n'était, alors qu'il avait chanté devant 100 000 personnes la veille. Donc c'était vraiment une expérience. Ils se sont très très bien entendus avec Catherine, il s'est très bien entendu avec Nicolas et avec Diane Kruger aussi. Mais la responsabilité, c'était d'en faire un acteur. C'était ça ma responsabilité. Non. C'est de faire que les gens ne pensent pas que c'est un coup. Que ça, c'était mon souci, puisque le truc, avant même que le tournage ait commencé, ça a été monté en épingle, alors que moi, c'était quelque chose, parce que je le trouvais vraiment intéressant. J'avais fait des essais avec lui, je savais ce qu'il avait dans le ventre, et ce charisme qu'il avait, et je ne l'ai vraiment pas fait pour des raisons, pour de mauvaises raisons. Après, que ça intéresse les gens, tant mieux. Mais ce n'était pas ça le premier but, en tout cas. On va peut-être se tourner vers la salle. Et est-ce que quelqu'un aimerait poser une question à Thierry pour terminer cette conversation ? Soyez pas timide, et je viens vous apporter le micro s'il faut. Je commence par la demoiselle devant et je viens vers vous, madame. Bonjour. Bonjour. Si vous recherchez deux jeunes actrices. Ah, d'accord. On est là. D'accord. Voilà. D'accord, très bien. Enchantée. J'y penserai. Vous laisserez votre CV à l'accueil. Madame, je viens vers vous.
Bonjour. Bah, si vous cherchez une plus âgée. Bah, écoutez, pas de problème. Bah, c'est bien, j'ai tout un casting qui se fait. Non, c'est pas ça. Quand on vous entend, tout a l'air facile. Je sais pas si c'est le message que moi j'ai entendu. Hein. Je l'ai entendu. Tant mieux. Tout est facile. Non, tout n'est pas facile. Parce Non, que dans ce que vous dites, vous tournez avec l'une, à 12 ans, je résume, hein, à 12 ans, vous avez 2 films cultes, et c'est de ces 2 films cultes qu'émergera les 2 actrices que vous choisirez, une pour la mise en scène, et puis une pour le théâtre et une pour le film. Les films, c'est assez extraordinaire. Moi de dehors, je trouve votre parcours assez fantastique. Vous avez eu des envies, vous les avez réalisées, c'est magique. Bah, écoutez, merci. Tant mieux si ça donne cette impression. Après, on parle davantage de ce que... Bah, oui, j'ai eu beaucoup de chance, d'abord, beaucoup de chance. Et j'ai eu beaucoup de chance au départ d'avoir une passion. D'avoir une passion dès l'enfance et de m'y tenir et de pouvoir concrétiser mes rêves. Après, on parle plus de ce qui a marché que de ce qui ne marche pas. Et c'est un métier, quand je dis résistance et résilience, c'est quand même parce que il y a beaucoup de... le chemin, c'est pas une ligne droite, quoi. Il y a beaucoup de... Parfois, on prend l'Orient Express et parfois, on prend un vieux TER. Tout ne se passe pas comme on voudrait que ça se passe. Il y a des succès, il y a des échecs. Mais ce que je garde aujourd'hui, ce qui est intact, en tout cas aujourd'hui, c'est mon enthousiasme et mon envie est totalement... voilà, ça n'a jamais... les mauvais coups du sort ou les choses qui n'ont pas fonctionné n'ont jamais entamé, en tout cas, mon appétit de cinéma. Et puis, il y a aussi une forme de pudeur, je pense, à parler davantage de ce qui m'a rendu heureux que de ce qui m'a rendu malheureux. Voilà. Mais tant mieux si vous pensez que ça a été facile. Bien, bonjour. Bonjour. Moi, je suis exploitant d'un cinéma, donc un immense merci pour tout ce que vous avez. Bravo pour le contenu de votre interview. J'ai appris énormément de choses. Et pour revenir à Saint-Jean-de-Luz, donc aujourd'hui, donc vous êtes le président du jury. Quelle est la démarche en tant que président? Comment on constitue un jury? Quelles sont un petit peu toutes les arcanes, on va dire, par rapport à un festival, un présidence de jury, son rôle, ses objectifs? Alors, le jury, c'est pas moi qui l'ai constitué, c'est Patrick Fabre. Mais j'étais très heureux de partager. En fait, il y a quelque chose qui est très intéressant quand on est dans un jury de festival, qu'on soit président ou pas président, c'est qu'il y a tout de suite une intimité qui se crée, enfin, quand ça se passe bien, et là, ça se passe très bien, avec les autres membres du jury, parce que je pense qu'on ne connaît jamais mieux quelqu'un qu'à travers ses goûts, et que les gens se révèlent à travers ce qu'ils aiment ou ce qu'ils n'aiment pas, presque à leur insu. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de passionnant. Après, moi, je suis arrivé sans véritablement connaître la liste des films, parce que j'avais envie d'être surpris, et on voit des films très différents les uns des autres, dans des genres différents, et je crois on n'a pas encore délibéré, puisqu'il nous reste, je crois, 2 ou 3 films à voir. Mais ce qu'il faut, c'est, oui, essayer c'est très banal ce que je veux dire, mais de marcher à l'enthousiasme, et tout en ayant quand même une vue d'ensemble sur ce qui nous a été proposé. Mais je prends ça très au sérieux, que ça soit, on a une responsabilité aussi. C'est pas quelque chose qu'on fait de manière totalement anodine, même si on y prend un plaisir fou, et que je connaissais pas Saint-Jean-de-Luz. Donc là, je suis vraiment ravi de découvrir et de le découvrir à travers le cinéma. Est-ce que quelqu'un a une question, monsieur? Bonjour. Bonjour. Avant, vous avez dit que votre rêve de journaliste, c'était d'interviewer Catherine Deneuve. Oui. Donc, est-ce que vous avez encore, en tant que cinéaste, des rêves, des acteurs que vous aimeriez convaincre? Et est-ce que vous pourriez nous dire 2 mots sur vos 2 projets? Alors, j'adorerais tourner avec Meryl Streep. Vous voyez que je me simplifie pas la vie. Avant quel âge alors? Meryl Streep, voilà, peu importe l'âge. Meryl Streep et Julia Roberts, ça j'adorerais.
Donc voilà, je me facilite pas la tâche, mais bon, autant essayer de rêver. Et sur mes projets, non, c'est un peu prématuré. Je suis très superstitieux et aujourd'hui, les choses. En fait, aujourd'hui, tant qu'on n'est pas sur le plateau, ça peut basculer d'un côté comme de l'autre. C'est-à-dire ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que la différence par rapport au moment où j'ai commencé, par rapport à mon premier film, c'est qu'aujourd'hui, on commence les préparations des films, la plupart du temps, à part si on fait une grosse comédie ou si on a un metteur en scène qui a fait des millions d'entrées sur son précédent film, on commence souvent les préparations sans savoir si on va les finir et surtout sans savoir si on va tourner son film. Donc ça reste vraiment très aléatoire. Il faut avoir vraiment, il faut avoir les nerfs solides et une forme comme ça de volontarisme pour mener l'entreprise jusqu'au bout et ne pas se... Parce que c'est toujours quand même des blessures d'orgueil. C'est-à-dire quand si une chaîne de télé ne prend pas votre projet, vous avez beau vous dire que de ne pas vous dire qu'il ne faut pas le prendre personnellement, vous le prenez quand même personnellement. Donc il faut se relever, il faut continuer, il faut se dire que si celui-là n'a pas marché, et surtout, c'est-à-dire que si on refuse votre projet, ça ne veut pas forcément dire que la personne ne l'a pas aimé. Ça veut dire que par rapport à l'antenne ou par rapport à des choses qui nous échappent, le projet n'a pas pu ne se monte pas, mais pas forcément pour un manque de qualité artistique. Donc c'est tout ça avec lequel il faut pactiser, et c'est pas toujours simple. C'est pour ça qu'il faut essayer de bien s'entourer et d'être très volontariste. On va terminer avec une dernière question de ma consoeur d'Allociné, Brigitte Baronnet. Bonjour. Bonjour. J'avais une question. Ah, vous êtes Brigitte Baronnet? Tout à... oui. Ah, bah alors. Enchantée. Bonjour. Bah oui, j'ai fait une interview juste avant Tout nous sépare. Tout à fait. Une interview Oui, ensemble au téléphone. Tout à J'étais fait. sur les lieux du repérage. Je me souviens très bien. Vous aviez eu la gentillesse de m'accorder une interview sur le sujet. Je vous remercie. Là, c'est plutôt à l'observateur que vous êtes du cinéma que je m'adresse. Qui plus est, dans ce cadre particulier, ce festival met beaucoup en valeur les réalisatrices. C'est un sujet qui me tient à cœur de mettre aussi en valeur le travail des cinéastes femmes. Et il se trouve que cette année, il y a eu la Palme d'Or, il y a eu le Lion d'Or. Et je me demandais, donc voilà, l'observateur que vous êtes, comment vous expliquez ça? Est-ce que c'est un peu le hasard qui fait qu'il y a eu ces hautes distinctions une même année à des femmes? Ou maintenant que vous avez beaucoup observé le cinéma français depuis une vingtaine d'années, est-ce que c'est finalement une conclusion, une suite logique de tout ce travail? Voilà, pardon si la question est un peu confuse. Mais non, je pense que c'est avant tout des bons films. C'est surtout ça qui compte plus que la distinction. Évidemment, il y a une charge symbolique à ce que la Palme d'Or et le Lion d'Or soient attribués à des réalisatrices. Je pense que, en fait, pour moi, le problème, c'était pas nécessairement que des femmes soient sélectionnées ou pas dans les festivals, c'était surtout à la base, c'est-à-dire qu'on leur donne la possibilité de faire des films déjà, et que ces films ont toujours été d'une grande qualité. Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de réalisatrices à qui on donne des moyens de faire les films qu'elles ont envie de faire. Par exemple, là, je suis très troublé je crois que c'est aujourd'hui qu'on va donner la liste des films français qui peuvent être sélectionnés à l'Oscar du meilleur film étranger. Et dans les 4 ou 5, il y a déjà 3 réalisatrices. Enfin, normalement, il devrait y avoir 3 réalisatrices qui sont Audrey Diwan pour l'événement, Valérie Lemercier pour Aline, et puis Julia Ducorneau pour Titane. Donc, ça veut dire que les choses avancent, elles avancent dans le bon sens. Moi, j'ai toujours aimé des gens comme Diane Curis, comme Nicole Garcia, comme Brigitte Rouen, comme Catherine Breillat, comme même des cinéastes moins connus comme Daniel Dubrow. Voilà, ce qui est bien, c'est que Tony Marshall, c'est qu'aujourd'hui, ce qui sera formidable, c'est quand on n'en parlera plus. C'est qu'en fait, on parlera uniquement des films sans distinction homme-femme, et que ça veut dire qu'on aura atteint l'objectif qu'on se doit d'atteindre. Mais c'est formidable, par exemple, qu'Ava Cahen,
je montre à Vakaen parce qu'ils ont fondé Frenchmania ensemble, mais que Vakaen soit directrice de la Semaine de la Critique, Irène Jacob, présidente du Festival Lumière. Voilà, mais je pense que tout ça, ce sera formidable quand ce sera plus des symboles, quand ce sera juste parce que c'est normal, parce que à compétences égales, elles étaient les meilleures. C'est ça qui est intéressant. Et je pense que voilà, c'est ce qui est en train même si ça met du temps, je pense qu'il y a quelque chose qui rentre dans les mentalités et qui fait que voilà, les choses s'organisent. Oui, je pense aussi à des pionnières comme Chantal Akerman, Varda, tout ça. Mais quand ce sera plus un sujet. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de réalisatrices qui n'aiment pas cette distinction, qu'on fasse cette distinction-là. Pour elles font des films et puis un point, un trait. Et je pense que ce sera vraiment le but sera atteint quand justement, voilà, on n'en parlera plus ce ne sera plus un sujet. Mais d'ici là, il y a un combat à continuer quand même. Oui, merci Thierry beaucoup de ta générosité. C'était vraiment très agréable d'être à tes côtés pour cette conversation. Merci à vous tous. Et merci à vous d'être restés. Et puis on t'applaudit. Merci beaucoup.